Si Dionysos était une femme, le premier podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin. Ensemble, découvrons le parcours exceptionnel d'une femme inspirante, d'une femme puissante, en toute authenticité. Bienvenue et belle écoute. Mon invitée est une jeune femme dynamique, pleine d'audace et d'ambition pour les vivants. Diplôme d'ingénieur agronome en poche, c'est après 3 années d'expérience professionnelle qu'elle dessine son parcours après ce constat simple et pragmatique que nous passons 80 000 heures de notre vie à travailler. Et si ce temps permettait, certes, de gagner notre vie, mais aussi de nous épanouir en créant un monde plus désirable. Bref, elle cherche à donner du sens à sa vie professionnelle et pas que. Elle est recrutée par l'association des vignerons engagés en 2018, un peu par hasard, et elle donne de son temps au Resto du Cœur depuis bientôt 7 ans et elle est bénévole pour d'autres associations. Allez, je lève le suspense. Mon invitée est Iris Borut, une spécialiste de la filière viticole française et des démarches RSE et environnementales. Elle occupe maintenant la fonction de directrice du label Vignerons engagés et son objectif, entraîner les vignerons et l'écosystème du vin vers les pratiques plus durables, environnementales, sociales, économiquement parlant. Et du haut de ses 32 ans, Iris a également mis en place plusieurs actions en direction des femmes de vin pour lutter contre le stéréotype de genre et prendre confiance en soi. J'ai hâte que nous en parlions. Bonjour Iris. Bonjour Aurélie. Alors merci de me recevoir à Toulouse, dans l'espace du coworking, vraiment très sympathique. Alors justement, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc Iris Borut, je suis directrice de l'association Vignerons engagés, qui est l'organisation professionnelle de la RSE pour la filière vin. D'accord. Alors, comment tu es arrivée là ? Parce que, visiblement, ça fait 7 ans, tu avais 25 ans. Oui, c'est ça. En fait, après 3 années à des postes en agroalimentaire, en marketing et en communication, j'ai eu besoin de mettre un peu plus de sens dans ma vie professionnelle, d'une part, et également de me rapprocher des producteurs, des productrices. Et c'est la raison pour laquelle j'ai, en effet, un peu, par hasard, toqué à la porte de Vignerons engagés, qui avait à l'époque une salariée qui était Céline. Et en fait, à la faveur d'un remplacement de congé maternité, je suis rentrée dans l'association. À la base pour 6 mois. Et voilà, maintenant, ça fait 6 ans. D'accord, donc tu as découvert le vin, puisque tu étais plus dans l'agroalimentaire précédemment, c'est ça ? Oui, alors j'ai un diplôme d'ingénieur agronome, donc j'avais déjà vu un peu comment fonctionnait la vigne, la vinification, etc. Mais je n'avais pas fait de spécialisation là-dedans. Donc j'ai découvert la filière en même temps que je suis rentrée dans l'asso, en effet. D'accord. Et l'aspect écologique, l'aspect prendre soin du vivant, c'est quelque chose qui a été... c'est dans ton éducation familiale ou c'est quelque chose que tu as découvert plus tard ? Ouais, c'est une bonne question. Ouais, non, j'ai toujours eu un entourage qui était sensible à l'écologie, à prendre soin des gens d'une manière générale. Donc, c'était dans mes valeurs et j'avais envie aussi de pouvoir remettre ça dans mon travail. Et c'est ce que j'ai trouvé avec Vignerons engagés. D'accord. Et donc, quand tu es arrivée à 25 ans, Vignerons engagés, c'était déjà 6 000 adhérents ? Non, il y en avait moins que ça. L'association a grandi en même temps que moi. J'ai grandi avec l'asso, j'ai fait grandir l'asso. À l'époque, en termes de nombre d'entreprises adhérentes, on était un peu moins de 20 et aujourd'hui, on est à quasiment 80. Ouais, c'est joli. Et alors, l'expérience de la filière viticole, on sait que c'était... Il y a 25 ans, il y avait très peu de femmes au sein de cette filière. Comment, toi, tu as été perçue ? Tu es arrivée jeune, fraîche, dynamique, ambitieuse, avec beaucoup d'audace. Raconte un peu l'histoire de ces rencontres. C'est vrai que quand j'ai pris le poste à l'époque, en fait, je me suis retrouvée à animer des conseils d'administration avec des directeurs de cave. Je dis directeur parce qu'il y avait une directrice qui avait au moins 10, 15, 20, voire le double de mon âge, qui était dans le métier depuis des années, avec une légitimité qui n'était plus du tout à prouver. Et moi, j'arrive là, je me dis, qu'est-ce que je fais là ? Et donc, du coup, en effet, il y a eu toute une phase où j'ai dû faire mes preuves envers moi-même, aussi, je pense, envers les autres, mais surtout, d'abord, avant tout, envers moi-même, parce que voilà, j'avais besoin de faire mes preuves. Ouais. Et tu as été soutenue quand même par... Oui. Dès le début, j'ai rencontré que ce soit le conseil d'administration, les commissions, les vignerons d'une manière générale
était extrêmement bienveillant. C'est aussi dans les valeurs de l'association depuis le début. Et donc, du coup, ça m'a permis aussi de prendre confiance dans mon poste, de prendre des initiatives, de me former, etc. Donc, voilà, le terreau était fertile à ce que ça se passe bien. Bon, on va faire un petit flashback sur Vignerons Engagés, quand même, que tu présentes un peu mieux cette association. Oui. Donc, Vignerons Engagés, c'est l'organisation professionnelle de la RSE dans la filière vin. Notre mission, elle est double. Elle est à la fois d'accompagner nos adhérents, donc tout un écosystème de producteurs, mais aussi de distributeurs, de négociants et de fournisseurs de bouchons, de bouteilles, voilà, de services auprès de nos adhérents. Donc, d'accompagner tout cet écosystème dans leur démarche de RSE et de développement durable, par une boîte à outils, par la mise en relation, par l'animation et l'intelligence collective. Donc, on organise des commissions, des groupes de partage une fois par mois, les rencontres vignerons engagés qui sont vraiment le gros temps fort de l'association, qui est ouvert maintenant d'ailleurs à toute la filière vin. Ça, c'est le premier pan. Et puis, le deuxième pan, c'est également de promouvoir le label vigneron engagé. Qui est un label, voilà. Qui est un label basé sur la norme ISO 26000 et qui permet aux producteurs qui sont labellisés de valoriser leurs bonnes pratiques directement sur la bouteille auprès du consommateur. D'accord. Et donc, ce label, aujourd'hui, commence à peser justement dans la filière vin. Et aujourd'hui, l'association, vous êtes 3 salariés ? 2 salariés à temps plein et 2 alternantes. Voilà, d'accord. Donc on est 2 plus 2 égale 4. 2 plus 2 égale 4, c'est voilà. parfait. Moi, je vais revenir aussi sur toi, Iris. Qu'est-ce que tu envisageais de faire quand tu étais jeune ? Alors, j'ai eu plusieurs métiers. Si on remonte à très très jeune, enfant, il y avait pompière. Donc, je ne sais pas si ce mot se dit, mais moi, je le disais pompière. Ensuite, il y avait comédienne. Et voilà, de ce que je me souviens, c'était ces 2 métiers-là qui m'attiraient. Et après, quand je me suis lancée dans les études supérieures, l'envie de travailler en bio, en agro, m'a tout de suite intéressée. D'accord. Mais finalement, tu es là pour éteindre le feu, hein, c'est bien. Le réchauffement climatique, ça sonne bien. C'est vrai. Hein, et puis comédienne, finalement, tu animes beaucoup de formations et de conseils d'administration, de comités et autres. Donc ça, finalement, voilà, ça se croise. Bien vu. Tu as créé ton métier. Ouais. Alors, pour définir tes talents, tu dis que tu as la capacité de fédérer et de courir longtemps. Ça, j'aime bien. Pagayer dans les rivières en crue aussi. Donc, en fait, la difficulté ne te fait pas peur ? Non, j'aime bien ça. J'aime bien c'est un peu dépensif, mais j'aime bien le challenge, je crois. Enfin, quand je t'entends le décrire, là, je me dis, ah oui, moi, peut-être que j'aime bien me faire mal. C'est peut-être pas forcément dans ce sens-là. Mais non, mais si, j'aime bien... me dire, OK, comment on va aller je veux aller là, comment je fais pour y aller c'est ambitieux, mais on va trouver un moyen, que ce soit en effet dans la vie pro ou côté perso. C'est vrai que j'ai des hobbies assez... tu peux les un peu expliquer ? poussés. Donc voilà, donc je fais du kayak depuis maintenant 3 ans, donc qui est un sport qui peut se pratiquer soit dans un bassin d'eau vive, comme va le faire Tony Estanguet en canoë. Donc, il faut passer des portes, etc. C'est plutôt un sport technique. Moi, ce que je préfère, ça va être le canoë, le kayak en eau vive, donc vraiment dans les rivières. Tu descends les canyons, les cascades aussi, tu les sautes ? Voilà, il y a des petits sauts, des choses comme ça. Et après, l'idée, c'est donc on est chacun dans son bateau, mais c'est quand même un sport d'équipe parce que l'idée, c'est de travailler, de descendre la rivière en se faisant la sécurité les uns des autres. Et donc, il y a vraiment beaucoup de notions de sécu à avoir. De toujours veiller les uns sur les autres et puis prendre du plaisir seul, mais avec tout le monde dans un écosystème qui est incroyable, qui est la rivière, l'eau, et ça me fait vibrer autant en été qu'en hiver. Ça peut paraître un peu masochiste, mais l'eau froide en hiver, il n'y a rien de mieux pour déconnecter de la semaine que d'aller sur une rivière un peu gelée en Corrèze. Je te rejoins. Moi, j'ai fait de l'aviron et de l'aviron de rivière. Et c'est vrai que parfois même, on voyait les dames de nage qui commençaient à geler un petit peu. Mais c'est merveilleux. Là. L'hiver, tu vois la brume sur l'eau, ça glisse tout seul. Voilà, je te comprends. Je te rejoins là-dessus. Mais finalement, l'esprit d'équipe se retrouve aussi dans ton activité professionnelle. Donc, comme quoi la fusion des passions sportives se transpose aussi dans la profession. Et du coup,
par rapport à également cette biodiversité que tu aimes à défendre aujourd'hui, à travers le collectif, pour embarquer tout ce petit monde, comment ça se passe? Il y a vraiment une énergie incroyable à diffuser, c'est beaucoup de messages, c'est de la répétition. Comment tu l'as créé, en fait, cette dynamique au sein des vignerons engagés? Alors, j'aurais pas la prétention de dire que c'est moi qui l'ai créé. Je suis arrivée, il y avait déjà un terreau qui était extrêmement fertile, avec un groupe de vignerons, de salariés de cave qui étaient très motivés et déjà dans la démarche depuis 2007. Donc, c'était une des motivations qui sont de longue date. Ce que j'ai fait, c'est, à mon échelle, c'était de le catalyser, de le mettre en avant, de mettre en relation, de valoriser aussi tout ce qui est fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient faites dès mon arrivée, mais qui n'étaient pas forcément valorisées, mises en avant. Donc moi, mon travail, ça a été vraiment de communiquer dessus, et puis d'animer tout ça pour être sûr que les bonnes idées soient poussées jusqu'au bout et soient mises en application. D'accord. Au niveau des réussites, pour toi, ce sont les rencontres des vignerons engagés, quand il y a 300 professionnels du vin qui se réunissent chaque année pendant 2 journées pour parler durabilité et vin dans un cadre bienveillant, convivial et de partage absolu. Pourquoi cette réussite en particulier? Parce qu'en fait, ça vient associer tout ce que j'aime faire. Et c'est une image formidable aussi pour notre collectif. On a des retours qui sont tous les ans extrêmement positifs. Un taux de satisfaction de genre 9 sur 10, quelque chose comme ça. C'est un challenge d'arriver à se renouveler chaque année aussi, avec des intervenants, des thématiques qui sont toujours un peu plus originales, un peu différentes, un peu décalées. On a fait venir il y a 2 ans un intervenant sur la décroissance. Franchement, on ne savait pas trop quel allait être l'accueil qu'on allait avoir pour cet atelier-là. Et en fait, il était ça le comble. Tu te souviens de son nom? Oui, c'est Michel Lepezan. D'accord. Du coup, et la thématique de l'atelier, c'était croissance verte ou décroissance, quel modèle économique pour demain. Voilà. Et voilà, et dans une phase pour la filière où on est sur une phase de difficultés économiques, des consommations, etc., c'était aussi un pari de venir parler de décroissance, de venir un peu secouer les cocotiers. Voilà, on a l'habitude de dire ça dans la sauce, secouer les cocotiers. On aime bien amener des sujets qui questionnent et qui percutent. Voilà. D'accord. Et en fait, on se rend compte que nos adhérents, même globalement, les gens aiment bien aussi se faire... pas se faire percuter, mais tu vois que ça... la curiosité de se questionner. Et il y a une vraie ouverture en fait dans ces rencontres. Et c'est ça qui marque leur réussite, c'est l'ouverture, la bienveillance et le niveau d'écoute sur les idées de chacun et de chacune. D'accord. Donc ça, c'est récurrent, c'est des rencontres des vignerons, c'est 1 fois par an, oui. Vous le faites régulièrement? Tout à fait. Donc sur là, des thématiques particulières. C'était en Champagne l'an dernier, c'est ça? C'était en Champagne l'an dernier. En 2025, ce sera les 12 et 13 mars à la cave de Tain-l'Hermitage, qui est un de nos adhérents historiques. Voilà, c'est 2 journées qui sont ouvertes à la fois à nos adhérents, mais globalement à tous les professionnels de la filière. Donc j'encourage vraiment toutes celles et ceux qui nous écoutent à venir à cet événement qui est... c'est 2 journées que vous ne regretterez pas. Ouais, tu repars après, t'es boosté, oui. Ça donne vraiment des idées d'amélioration au quotidien et des corrections qu'on peut apporter chacun et chacune dans nos vies et personnelles et professionnelles aussi. Parce qu'en fait, je pense que ça résonne sur le reste. Oui. Côté leadership, tu as dit « J'ai eu un avant et un après avoir travaillé sur le leadership. On me l'a fait remarquer, moins de doutes, plus de confiance en moi et tellement de temps gagné. » Est-ce que tu peux parler de ce leadership ? Oui. Alors, le avant et le après, c'est par rapport à une formation qui s'appelle Leadership au féminin, que j'ai suivi. Enfin, c'était un peu plus que la formation même. Il y avait un accompagnement avec un petit groupe de femmes. C'était un accompagnement sur 6 mois, à une période où je me questionnais pas mal sur ma posture dans l'association, sur quelle place je devais prendre, comment la prendre, etc. Et en fait, cette formation, elle m'a permis de mettre le doigt sur le syndrome d'imposture, qui touche énormément de personnes et particulièrement de femmes. Donc, ça m'a permis de mettre le doigt dessus, de comprendre comment il se manifestait, comment le combattre aussi. Et très clairement, oui, au fil des mois, j'ai très vite vu qu'il y avait des questions
mille et une questions que je me posais avant, que je me posais de moins en moins, et que cette petite voix qui me disait t'es pas capable, vérifie parce que c'est pas sûr que t'es bien fait, si t'as fait tout ça, toutes ces réussites, en fait c'est pas grâce à toi, c'est grâce aux autres. Cette petite voix petit à petit elle s'est mise à parler de moins en moins fort, et voilà. Et surtout du coup j'ai eu l'envie aussi de faire connaître cette formation aux autres personnes. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on le propose dans l'association aujourd'hui, Leadership au féminin. D'accord. Et ça fait partie donc du sujet de l'introduction que je parlais sur la partie que tu as mise en place pour lutter contre les stéréotypes du genre, c'est ça? C'est cette formation-là ou c'en est une autre? Non, c'est celle-là. Ça fait partie d'un plan d'action assez global où on avait organisé j'avais organisé une masterclass sur le sujet stéréotypes de genre en partenariat avec l'intervenante qui est Alexia Anglade, qui était ma coach et formatrice à l'époque, et du coup qui a formé plus d'une centaine de femmes dans l'association, plus d'une centaine de professionnels du vin. Dans l'association des vignerons engagés? Oui. D'accord. Et aussi adhérentes et non adhérentes à l'association, puisque c'est une formation qu'on a décidé d'ouvrir très bien à tous les professionnels du vin. D'accord. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, chère auditrice qui nous écoutez, oui. Vous pouvez toujours aller sur le site des vignerons engagés. La formation est proposée et visiblement, ça porte ses fruits. Tout à fait. C'est merveilleux. Du coup, vous êtes une petite équipe, mais tu as quand même des conseils d'administration. Comment ça se gère pour Iris Borut, en fait? Alors, le management côté animation de collectif, donc que ce soit des commissions techniques, commission communication, le conseil d'administration, ça pour le coup, ça s'apprend sur le tas. Et en fait, on a un collectif et des membres qui sont, comme je disais, vraiment bienveillants, à l'écoute, donc qui acceptent aussi de se laisser guider. Et en fait, il y a un double... C'est donnant-donnant, c'est-à-dire que moi, j'ai un rôle d'animatrice, mais je suis là aussi pour proposer une feuille de route et pour répondre à leurs demandes. Donc, c'est donnant-donnant. Et après, le management côté équipe, donc en effet, on est une petite équipe, on est 4 personnes. Et la spécificité qu'on a, c'est qu'on est toutes en télétravail. Donc, moi, je suis sur Toulouse, et après, mes collègues sont sur Bordeaux, Lyon et Narbonne. Donc là, tout l'enjeu de ces dernières années, ça a été de construire des routines en visio, mais même en présentiel, on se voit assez régulièrement, pour avoir une équipe qui se connaît, qui se fait confiance, qui se parle, qui s'appelle régulièrement, parce que c'est la clé du travail en équipe. Et est-ce que justement tes collaborateurs, collaboratrices sont dans des coworking comme ici, ou télétravail vraiment pur? Ça va dépendre. Moi, je leur conseille, pour le coup, pour avoir testé le télétravail à 100% pendant plus de 2 ans, en fait, au début, c'est très chouette. Tu peux, la première semaine, travailler en pyjama, c'est éclate. La deuxième semaine, tu te dis, bon, il faut quand même que je m'habille. Et puis la troisième semaine, tu pètes un câble. Donc, moi, j'ai mis 2 ans à me rendre compte de tout ça. Mais globalement, je conseille quand même d'avoir un espace de coworking, ne serait-ce que pour sortir de chez soi les jours où on a envie de le faire. Faire des rencontres aussi, rencontrer d'autres professionnels, d'autres filières, c'est extrêmement riche. Ici, on a des gens de plein de corps de métiers différents. Donc voilà, on a tout un espace de coworking où on peut aller à l'envie. Et puis après, la semaine, elle va se diviser entre télétravail, déplacement, etc. Ça va dépendre. D'accord. Maintenant, pour en revenir à la femme Iris Borut, quels sont tes rituels à toi? Tu parlais justement de mettre des routines. Est-ce que toi, tu as des rituels pour te maintenir en forme, pour avoir une énergie toujours à fond, même si, évidemment, tu es jeune. Donc, tu es forcément dynamique et pleine d'énergie. Est-ce que tu as mis en place des rituels? Je ne sais pas si j'appellerais ça rituel, mais il y a des travers dans lesquels je suis tombée, dans lesquels je tombe moins maintenant qu'au début dans l'association, notamment le fait d'avoir gagné en confiance, etc. Ça me permet d'être un peu plus posée. Limiter les déplacements. Pas dire oui à chaque sollicitation pour se focusser, pour se concentrer vraiment sur l'essentiel, ce qui va répondre à notre mission, ce qui va répondre à notre feuille de route. Parce qu'on est aujourd'hui extrêmement sollicité chez Vignerons Engagés pour plein d'interventions diverses et variées. Donc vraiment, rester concentré sur l'essentiel. Et puis après, dans ma semaine, dans le déroulé de mes journées, il y a toujours des temps d'échange avec l'équipe, que ce soit en visio, téléphone. On essaie de se voir au moins une fois par mois, soit en commission, soit on appelle ça tout au camp de base, donc on se retrouve à Toulouse. Et puis après, mes rituels perso, ça va être le sport. Soit le kayak, soit le trail. Je me suis mise à courir
au printemps dernier. J'aime beaucoup ça. Tu fais des compétitions, du coup ? Oui. Encore un challenge. Ouais, voilà. Je savais pas que j'aimais ça, mais j'aime bien courir en course avec d'autres gens. C'est Et dans la nature, stimulant. quoi, pas sur une piste. Oui, c'est ça, voilà, avec des cailloux. Voilà, donc le rituel de faire du sport, et puis le rituel aussi de... Il y a la journée de travail, et quand la journée est terminée, c'est vraiment terminé. C'est-à-dire que j'ai pas les mails sur le téléphone, je rallume pas l'ordinateur. Et puis, d'une manière générale, que ce soit nous au sein de l'équipe ou même au sein du collectif, tout le monde est très respectueux de la déconnexion et tout ça. Donc, La philosophie de vie, ton pourquoi du matin, tu dis faire bouger les lignes environnementales, sociales et économiques pour une filière vin plus pérenne et sensée. C'est vraiment ton leitmotiv, ça ? Dans l'association, oui. Ouais. Oui. Et en tant que femme, ce serait quoi pour la femme ? Est-ce que tu aurais une philosophie de vie ? Via l'association, tu veux dire Ou toi ? Une philosophie de vie. Oui, avoir un impact positif d'un point de vue social et environnemental. C'est la même chose, en fait. De façon générale. Oui. Je pourrais pas avoir un boulot qui vient pas cocher ces cases-là. Comme tu le disais en introduction, 80 000 heures de travail dans une vie, j'ai besoin que ce soit bien utilisé. Tes valeurs, bienveillance, simplicité et kiff. Donc tu kiffes ta vie, tu kiffes ton boulot, tu kiffes tout. C'est mes valeurs, c'est celles aussi de l'équipe qu'on a construite dans l'équipe Vigneron Engagé. Oui, en fait, le plaisir, c'est la base de beaucoup de choses. Et sans plaisir, c'est beaucoup plus difficile de faire les choses. Donc voilà, le kiff. Le kiff, ça c'est merveilleux. Et tu arrives à faire kiffer les vignerons aussi ? J'espère, en tout cas, autant que possible, que ce soit à travers les projets qu'on propose, les commissions qu'on anime, etc. On a tout à cœur, mon équipe et moi, d'amener quelque chose de différent, avec de l'enthousiasme, avec des choses qu'ils ne retrouveront pas ailleurs. Est-ce que tu penses que, justement, la fraîcheur de ton âge, tu es arrivé à 25 ans, tu as 32 ans aujourd'hui, est-ce que ça impulse, justement... Tu penses que ça donne du sens encore plus aux acteurs de la filière vitivinicole ? Oui, je trouve ça bien qu'il y ait toutes les générations qui s'impliquent. Après, je pense qu'on peut avoir la même envie à 20, 30, 40, 50, 60 ans et que ce n'est pas vraiment une question d'âge, plutôt de personnalité, d'envie et de... Est-ce qu'on trouve ce qui nous fait vibrer et comment on le transmet aux autres ? Alors, on va terminer par des notes légères. Alors, tu as un morceau de musique, Never Give Up, Vitamine. Je pense que tu as conseillé surtout un podcast, effectivement, qui est vraiment très sympa. Il y a plus de saison de Swan Périssé. Oui. Alors, Never Give Up, c'est pas moi. C'est pas toi ? Non. T'as pas de morceau Never Give Up ? Ah, si. Aya Nakamura, Céline Dion, c'est mes petits plaisirs coupables. Et Never Give Up aussi... Je les trouve formidables dans leur répertoire respectif. Très bien. Je vais parler d'un bouquin culte ou de chevet que tu as actuellement. Tu as évoqué « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » de Harper Lee. Oui, c'est un super livre qu'une amie m'a offert pour mes 30 ans, qui restait pendant super longtemps sur ma table de chevet. Et en fait, c'est un bouquin vraiment très chouette sur l'Amérique des années 30. Vraiment un très chouette livre que je recommande. Non, c'est sur la justice en fait aux États-Unis à l'époque de la ségrégation raciale. D'accord, où il y a un homme noir qui est accusé d'avoir violé une femme blanche. D'accord. Et du coup, c'est comment un avocat blanc va décider de défendre cet homme-là qui était condamné à mort et comment on vient le défendre dans une Amérique extrêmement raciste. Et tout ça, c'est vu par les yeux de la fille de cet avocat, qui est une petite fille de 10 ans, qui a un regard du coup très naïf et très enfantin sur la situation. Et c'est très humain, très beau. D'accord. Alors, retrouvez toute l'actualité d'Iris Borut sur LinkedIn. Et puis, le lien sera en descriptif de l'épisode. Et bien sûr, les vignerons engagés sur Facebook, Insta. Je suppose qu'il y a tous les réseaux sociaux. Bon, merci pour cette conversation, Iris. C'était vraiment un grand plaisir de partager ce moment.
Chers abonnés du podcast, à ceux et celles qui veulent savoir sur la durabilité ou une démarche RSE au sein d'une organisation viticole, activez la notification pour recevoir l'alerte du prochain podcast parce qu'on va rentrer plus en détail avec Iris sur les vignerons engagés et le label. À très vite pour de nouvelles écoutes. Si Dionysos était une femme, le podcast.